Voici une émission de lettres. Proposée par l'Université d'Aix-Marseille 1. Marguerite Duras, le vice-consul, la scène de la réception, Anne-Marie Streeter dans le système des personnages. Par Madeleine Borgomano. En restant donc toujours dans le monde du premier niveau romanesque, le monde de Calcutta, nous aborderons aujourd'hui la grande scène de la réception à l'ambassade de France. Le récit de cette réception commence page 92 et ne s'achève que page 174. C'est donc un très long récit, proportionnellement. Il est vrai que la réception proprement dite, publique, prend fin page 148, avec l'exclusion du vice-consul. Lui succède une prolongation entre intimes jusqu'à la page 164. Puis, le retour de Charles Recette et son dialogue avec le vice-consul. Mais ces deux scènes sont des prolongations de la soirée plus avant dans la nuit. Plus de 80 pages donc, c'est-à-dire plus du tiers du livre pour une seule soirée. Nous pouvons vraiment parler de scène à cause de ce ralentissement extrême du récit qui s'applique à suivre en détail tous les événements, même menus. De plus, l'essentiel du texte est occupé par les dialogues, exactement comme au théâtre. Et d'ailleurs, dans India Song, la scène deviendra scène de théâtre, puis de film, sans grande modification. Ce qui n'est pas dialogue, donc parole directe des personnages, ressemble beaucoup souvent à ce qu'on nomme au théâtre des didascalies, c'est-à-dire des indications de régie et de mise en scène. Le terme « scène » s'impose donc doublement. Restons un instant dans la question de la temporalité. Nous n'en avons guère parlé encore à propos du vice-consul, sauf pour remarquer son caractère largement atemporel, pour ce qui est du moins de l'inscription dans le temps historique. Si nous observons la temporalité interne du roman, nous voyons une opposition entre la vitesse du récit dans le livre de Peter Morgan et la vitesse du récit dans le roman, le niveau premier. Le livre est plutôt rapide dans son ensemble. Il est censé raconter 10 années du périple de la mendiante, page 73, en une quarantaine de pages. Mais son rythme est très irrégulier. Beaucoup plus lent pour les premiers jours, il s'accélère ensuite. Mais il ralentit pour des scènes, comme nous l'avons déjà vu, par exemple dans le cas de la vente de l'enfant. Il en va tout autrement du roman, au contraire, très lent dans son ensemble. En effet, en 160 pages environ, il ne raconte que quelques jours. Le texte fournit tous les éléments de repérage de ce temps interne. Page 74. Au cercle, ce soir, et un peu plus loin, la réception est pour demain. Page 82. Au cercle, ce soir. La réception commencera vers 11 heures, dans 2 heures. Page 92. Ce soir, à Calcutta, l'ambassadrice, c'est la réception. Page 132. Il est vers 2h30 du matin. Page 134. Il est plus de 3 heures du matin. Page 140. Anne-Marie Streeter distribue ses roses. C'est un signal de fin. Page 164. Anne-Marie Streeter accompagne Charles Recette. Il est 6 heures du matin. Ensuite, les précisions cessent, mais c'est toujours le lendemain de la réception. Page 178. Il est tard et la mer est forte. Page 184. Il dîne. Puis, c'est la nuit et le jour suivant. Ainsi, l'histoire, la fabula, si l'on adopte le terme de Écho, faite de presque rien d'ailleurs, ne dure que 3 jours à peine. La plus longue partie du texte étant consacrée aux quelques heures de la réception, centre et cœur du récit. L'impression, l'une des impressions produites, est que le temps s'étire, qu'il passe lentement dans l'oisivité et l'ennui. Alors que Peter Morgan invente une mendiante pour laquelle le temps passerait vite, sans jamais d'ennui. Plus d'ennui pour elle. George Crowne rit. Nous sommes là pour ça, en principe. Jamais, jamais le moindre soupçon d'ennui. Page 181.
Revenons à la réception. C'est donc une scène et très ralentie. Dans le film India Song, les mouvements même des personnages seront effectués et filmés au ralenti. Le récit est continu et chronologique. Il suit régulièrement le déroulement des heures de la réception. Aucune infraction à cet ordre régulier. Les seuls analepses ou prolepses, prolongements du temps de la fabula, figurent dans les discours des personnages. Ce ne sont que des mots. Ce sont plutôt les mouvements des personnages et leurs rapports qui suggèrent une construction, essentiellement les mouvements des deux personnages principaux, Anne-Marie Streeter et le vice-consul. Le début du récit est consacré à Anne-Marie Streeter. Puis, le discours porte sur le vice-consul. Le texte suit les mouvements du vice-consul et ses manœuvres pour se rapprocher d'Anne-Marie Streeter. Le moment central est celui où les deux héros dansent ensemble pour la première fois, pages 121 à 128. La tension décroît jusqu'à une deuxième danse, page 143, suivie aussitôt des cris, des vociférations, page 150, du vice-consul qui demande à rester et de son départ. Alors commence la soirée entre intimes. Un autre jeu se joue pendant cette soirée, mais il est sans surprise, sans crise et sans tension. C'est le jeu de la séduction entre Anne-Marie Streeter et le nouveau venu, Charles Recette. Un jeu sans parole qui est l'exact opposé du jeu avec le vice-consul. Le vice-consul recherche Anne-Marie Streeter qui le fuit et finalement le rejette, ou plutôt le laisse rejeter par ses amis. Au contraire, Anne-Marie Streeter recherche le nouveau venu qui accepte son invitation, non sans une certaine hésitation, voir page 135, l'invitation de l'ambassadeur et la petite surprise désagréable de Charles Recette. C'est trop, pense-t-il, à peine un peu trop rapide, comme une liquidation de l'avenir. C'est page 136. Le vice-consul résume la situation en lui donnant plus de gravité. « Vous serez reçu et sauvé du crime. Inutile de le nier, dit-il à Charles Recette. Quelle injustice !» Page 138. Ainsi, toute l'intrigue tourne autour de cette seule alternative. Être reçu, être exclu du petit cercle dont nous parlions. Ce pourrait être une histoire purement mondaine, une sorte de vaudeville. Mais les paroles du vice-consul, sauvé du crime, et la tonalité générale du texte lui donnent une toute autre dimension. Vous serez reçu et sauvé du crime. Cette intrigue est présentée à travers les « on-dit ». À la scène, proprement dite, dialogue entre personnages clairement désignés, l'ambassadeur et Charles Recette, page 101, le vice-consul et Charles Recette, page 103, le vice-consul et la femme du consul d'Espagne, le vice-consul et l'ambassadeur, Anne-Marie Streeter et Charles Recette, Anne-Marie Streeter et le vice-consul, etc. À cette scène, donc, se superpose une masse de paroles dont les énonciateurs restent indistincts, ne sont pas nommés et sont englobés dans le « on » de « on dit ». On peut observer la fréquence considérable de « on dit » dans le texte. 3 fois déjà dans la page 93. Et page 94, on sait, on murmure, on dit, on demande, etc. Tout se passe comme si la réception était enregistrée par un micro mobile qui capte des paroles au hasard et restitue des voix sans visage. On, c'est n'importe qui, quelqu'un parmi les invités, confondu dans l'anonymat. Cet effet est moins théâtral que cinématographique. Au théâtre, les parleurs sont le plus souvent visibles et identifiables. Au cinéma, il existe les voix dites off. Voix off, c'est le procédé que Marguerite Duras emploiera dans le film India Song. La scène de la réception sera presque vide,
À l'exception des rares personnages nommés, Anne-Marie Streeter, le vice-consul et 4 jeunes gens. Même l'ambassadeur ne sera pas visible et n'aura pas de visage. Tout l'effet réception sera donc contenu dans la bande son, dans le jeu de la musique de danse et des voix off. Très abstraite donc. Mais déjà, dans cette scène du vice-consul, un effet du même genre est produit par le texte. Effet de brouillage et d'indécision des voix, effet de foule indistincte. Il est temps maintenant de parler du personnage central, Anne-Marie Streeter, comme nous l'avons fait au dernier cours pour le vice-consul. Anne-Marie Streeter n'apparaît jamais vraiment dans le texte qu'à partir du début de la réception, page 92, donc presque à la moitié du roman. Cependant, il avait été déjà question plusieurs fois d'elle. D'abord, elle avait été une apparition lointaine vue par le vice-consul dans les jardins, page 36. Elle veille à la distribution des vivres pour les mendiants. Ce lien avec la misère de l'Inde est donc donné en premier dans le texte. C'est la première image qui soit offerte au lecteur, la première épithète reprise plus loin. Anne-Marie Streeter est décrite comme charitable et bonne. Ensuite, elle rejoint ses filles. La deuxième image d'Anne-Marie Streeter est donc celle d'une mère. Anne-Marie Streeter et ses filles vont vers les tennis déserts, un but vain et vide. Le thème des tennis déserts reviendra plusieurs fois dans le roman, associé à celui de la bicyclette rouge, créant une sorte d'inquiétude vague et indéfinie. Page 44, Anne-Marie Streeter apparaît dans le discours de l'ambassadeur, son mari. Elle est associée aux îles du Delta, présentées comme une sorte de remède contre Calcutta. Enfin, elle apparaît dans les confidences du vice-consul au directeur du cercle. Après avoir fait cette déclaration très surprenante, « Je suis vierge », page 76, le vice-consul raconte au directeur sa rencontre lointaine avec Anne-Marie Streeter et son intérêt pour elle, assorti de cette question fort étrange aussi. Par quelle voie se prend une femme? Page 80. Il reparle, la deuxième fois, des tennis déserts et de la bicyclette. C'est seulement beaucoup plus tard, page 138, que le vice-consul déclarera « Madame Streeter donne envie de vivre, vous ne trouvez pas ?» Et page 171, « Je la trouve très, très attirante. » Et aussi, « J'ai comme un sentiment pour elle. C'est la première fois de ma vie qu'une femme m'inspire de l'amour. » Page 172. Ainsi, au début de la réception, le lecteur n'a-t-il qu'une idée bien vague d'Anne-Marie Streeter et ne peut-il vraiment pressentir qu'elle sera un personnage principal? Le roman ne la présente qu'avec retard. Mais à partir de là, elle ne quitte plus le devant de la scène, sauf pendant la dernière soirée du vice-consul au cercle. Voyons donc comment se construit ce personnage. À la différence du vice-consul et de la mendiante, Anne-Marie Streeter est complètement nommée, prénom et nom répétés presque chaque fois, devenant presque obsédant. Elle a une identité complète. Son nom, cependant, est celui de son mari, et son nom se réduit parfois à Madame Streeter, dont la consonance n'est pas française. Elle n'est d'ailleurs elle-même qu'à demi française, comme elle le dit à Charles Rosset, page 110. Elle est vénitienne par sa mère, Anna Maria. Dans le India Song, elle aura un nom de famille personnel, Guardi, ce qui la rapprochera du peintre vénitien Guardi. Le nom d'Anne-Marie Streeter porte ainsi des signes de son état de personne déplacée, étrangère, construite d'éléments discordants, italienne, française, au nom vaguement allemand, vivant en Indochine, d'où elle a été déplacée par M. Streeter, puis aux Indes, femme de nulle part, sans attache. Le vice-consul dira « C'est une femme qui n'a pas de préférence ». Page 171.
Anne-Marie Streeter est décrite par le texte au début de la réception. Description qui peut être attribuée au narrateur, mais qui se contente des traits visibles de tous. Page 92. Elle porte une robe noire. On parle de sa maigreur, de son âge approche de la vieillesse, de ses yeux trop clairs. Le lecteur de l'œuvre de Marguerite Duras reconnaît là, littéralement, une description qu'il a déjà lue dans le roman précédent, Le ravissement de Lolwestein, roman où Anne-Marie Streeter était la séduisante ravisseuse qui enlevait en plein bal à la jeune Lol son fiancé nommé Michael Richardson. Similitude des noms, divergence des histoires. Dans Le Vice-Consul, Michael Richard raconte à Charles Rosset une toute autre version de sa rencontre avec Anne-Marie Streeter, page 187. Rencontre qui aurait eu lieu sous l'appel de la musique. Mais la version du ravissement reviendra dans India Song. Ainsi, les personnages de Marguerite Duras sont-ils dotés d'une identité incertaine et variable. Le portrait d'Anne-Marie Streeter est le seul portrait de femme dans le roman, si l'on accepte la mendiante dans le livre de Peter Morgan. Elle n'est pas décrite comme belle, au moins pas dans le sens courant, mais comme attirante, séduisante. Cette femme est le point de mire de toute la blanche Calcutta. Cela tient bien sûr à sa position d'ambassadrice, mais aussi et surtout peut-être à son attrait mystérieux et à son silence. Les on-dit ne manquent pas sur elle, mais restent toujours des hypothèses. Le lecteur n'en saura pas beaucoup plus. Elle intrigue la femme de Calcutta, page 93. Elle est pourvue d'une biographie très lacunaire. Jeunesse à Venise, page 110, c'est elle qui le dit. Goût pour la musique, le piano. J'en ai fait partout. Le verbe faire est surprenant. Un pianiste dirait plutôt jouer. Mais le mot faire répond à la question générale que on se pose. Personne ne sait ce qu'elle fait dans la villa des Bouches du Gange. Page 96. À l'entendre, la musique serait ce qu'elle fait peut-être. Page 111. Ce faire s'associe aussi à ce qu'Anne-Marie Streeter aurait dit à son mari pour le décourager d'écrire. Ne faisons rien. Restons là. Rien. Page 136. Elle a aussi du goût pour la lecture. Du goût pour la compagnie des jeunes gens. Ses intimes sont tous de jeunes hommes qu'elle rassemble autour d'elle. Ses amants, dit-on. On dit que ses amants sont anglais, inconnus du milieu des ambassades. On dit que l'ambassadeur sait. Page 96. Anne-Marie Streeter est donc dotée d'une liberté de mœurs très grande et très surprenante, parce qu'elle paraît être, comme le dit le vice-consul, sans préférence. Cependant, au cours de la réception, et même au cours de la soirée entre intimes, rien ne diffère d'une vie sociale convenue. Il y a seulement des racontas, des on-dit, page 140. Ça finit parfois très drôlement, ces réceptions. Madame Streeter va quelquefois dans un bordel de Calcutta, le Blue Moon. Ils se saoulent à mort, page 141. Mais cette version est démentie par la suite. Le Blue Moon n'est qu'une boîte ouverte tard, page 172. Comme pour beaucoup d'informations dans ce roman, il y a plusieurs versions entre lesquelles aucun choix n'est fait. Personnages et événements sont incertains. Il n'y a pas de vérité supérieure décidée par le narrateur ou l'auteur, mais des points de vue variables. Les personnages apparaissent sous des éclairages divers, mais ne sont jamais définis, arrêtés. Anne-Marie Streeter est sur ce plan semblable au vice-consul et à la mendiante. Bien qu'elle apparaisse toujours en pleine lumière, elle reste entourée d'une zone d'ombre. Que dissimule cette ombre qui accompagne la lumière dans laquelle apparaît toujours Anne-Marie Streeter? Page 109. Cette question reste ouverte tout au long de la scène de la réception. En effet, le lecteur est contraint par le texte à ne voir Anne-Marie Streeter que de l'extérieur. Le texte, en cela théâtral, comme nous l'avons vu, se cantonne le plus souvent systématiquement à un régime de focalisation externe.
tout est vu du dehors, il n'y a pas de subjectivité transcrite. Quelques exceptions pourtant, quelques incursions brèves dans la subjectivité de Charles Rosset. Par exemple, au moment où l'ambassadeur lui transmet l'invitation de sa femme. Page 35. Si monsieur l'ambassadeur est un mari complaisant, comme on le dit à Calcutta, il sait que je suis en train de le penser. Pourquoi l'affiche-t-il? On ne peut pas sauter sur l'invitation, mais on ne peut pas refuser à l'ambassadeur d'aller aux îles en compagnie de sa femme. Vous pourrez relire le texte en guettant ces brèves incursions dans une subjectivité, presque toujours celle de Charles Rosset. C'est toujours dans l'esprit d'un témoin, en effet, et du nouveau Charles Rosset que ces incursions se situent. Jamais dans la subjectivité du vice-consul, ni dans celle d'Anne-Marie Streeter, personnage qui reste opaque pour le lecteur comme pour les autres. Nous reviendrons la prochaine fois sur Anne-Marie Streeter en étudiant la dernière partie du roman, qui, sans percer l'opacité du personnage, lui ajoute quelques nuances. Pour l'instant, analysons de plus près le passage central, celui qui raconte la danse d'Anne-Marie Streeter avec le vice-consul, pages 121 à 128. Depuis, ils sont partis sur la piste, elle et l'homme de Lahore, jusqu'à la danse se termine. Le texte est un peu long, 8 pages, pour être analysé vraiment dans le détail, mais il constitue un ensemble insécable. La rencontre a été très préparée. Elle est voulue par le vice-consul qui a déjà fait plusieurs tentatives pour inviter Anne-Marie Streeter. L'une a été empêchée par l'ambassadeur, page 116. Cette rencontre semble aussi acceptée, sinon voulue par Anne-Marie Streeter. Le petit mot de sa main pour l'inviter à la réception. L'attitude d'Anne-Marie Streeter vis-à-vis du vice-consul n'est pas du tout comprise et elle est jugée scandaleuse. Page 97. Elle aurait pu quand même nous éviter cette présence gênante. Aussi, quand le vice-consul peut enfin inviter l'ambassadrice à danser, toute l'Inde blanche les regarde. Page 121. C'est le moment attendu de la réception et il est observé comme un spectacle. Tout au long de la danse fusent les on-dit. 3 dans le dernier paragraphe de la page 121. Regardez. Quelle audace, etc. Tous les gestes et tous les regards sont commentés. Aussi, la scène est-elle décrite dans tous ses mouvements et commentée au fur et à mesure. Le vice-consul est présenté comme maladroit, inadapté. Il danse trop vite. « Je suis d'une maladresse impardonnable », dira-t-il à Charles Rosset, page 168. La conversation entre Anne-Marie Streeter et lui est d'abord difficile. C'est elle qui parle la première. Il ne répond qu'un bafouillage, page 122. Le texte constate. Il se tait, elle lui parle, il se tait, page 123. La danse entre eux est remplie de longs silences. Ce sont les spectateurs aux aguets qui commentent, évoquant le scandale du vice-consul qui rend incompréhensible l'indulgence d'Anne-Marie Streeter. Abstinence terrifiante de l'homme de Lahore martyre, lépreuse, dans quoi il a tué, sur quoi il a adjuré la mort de fondre. Le vice-consul est vu comme un criminel, page 123. Anne-Marie Streeter dit la seconde phrase. Sur Pékin, sur la chaleur, elle reprend à son compte les on-dit. On vous dira comme on nous le disait. Mais elle les reprend pour les dénier et chercher le mot le plus juste pour dire ça, page 123. Une sorte de dialogue s'institue alors entre les danseurs, mais il paraît presque incohérent, très nébuleux. Il s'agit en fait d'un dialogue sur l'impossibilité du langage à rendre certaines réalités. Le lecteur peut deviner autour de quel point aveugle tournent ces phrases, où en apparence il n'est question que de la chaleur. C'est Lahore, comme il apparaîtra par la suite. Un deuxième sujet de ce dialogue, sans rapport immédiat avec le premier, est abordé par le vice-consul. C'est la lèpre. Mais nous avons vu déjà comment cette lèpre, réelle et symbolique, était bien au cœur de la blanche Calcutta. Mais la lèpre, après la chaleur, n'est ici qu'un second masque. « Pourquoi me parlez-vous de la lèpre » demande Anne-Marie Streeter, page 125. Ce qui entraîne une reprise du premier discours sur l'impossibilité de parler. Les mots pour vous dire à vous, les mots de moi pour vous dire à vous, ils n'existent pas. Page 125. La parole est embarrassée, coupée de points de suspension, d'hésitation, de redite.
Tout tourne autour de ces mots introuvables. Au centre de discours, il y a donc un vide. En même temps, la phrase « Si j'essayais de vous dire, tout s'en irait en poussière » rappelle exactement ce qui avait été dit de l'acte du vice-consul à Lahore et des lépreux qui partent en poussière. C'est Anne-Marie Streeter qui amène dans la conversation le nom de Lahore. La suite du dialogue, après cela, porte cette fois sur le point central, le feu qui a brûlé là-bas, page 126. Mais le lecteur qui attendrait des révélations sur Lahore ne peut qu'être déçu. Le discours reste flou et peu compréhensible. Réapparaît le mot « impossibilité », être à Lahore dans l'impossibilité d'y être. Malgré l'impossibilité des mots, le vice-consul supplie Anne-Marie Streeter d'apercevoir Lahore, donc de comprendre ce qui ne peut se dire. Sa réponse peut surprendre. C'est très difficile de l'apercevoir tout à fait, je suis une femme. Cette intrusion de la féminité ici surprend. Cependant, si l'on songe que la réponse du vice-consul à l'impossibilité d'être à Lahore avait été la violence, les armes, tirer, tuer, quelques hypothèses se présentent. Ne faisons rien, restons, disait Anne-Marie Streeter à son mari. Et au discours de ses amis, elle répondra par le silence et le sommeil. Serait-ce cela une réponse de femme à l'impossible? Inaction, silence, sommeil? C'est en tout cas ce qui apparaît souvent chez Marguerite Duras, qui fait l'apologie d'une action négative, refusée. Le moins possible revient encore une fois, repris du dossier par Anne-Marie Streeter, mais le vice-consul ne sait pas. Curieusement, le dialogue se termine par un accord. Anne-Marie Streeter acquiesce à ce que lui demande le vice-consul, à percevoir le côté inévitable de Lahore. Elle le déclare même littéralement, ce qui signifie « je vous comprends ». Mais qu'a-t-elle compris? Ces derniers mots sont de rejet. Il n'y a rien, vous n'avez besoin de rien. Et Anne-Marie Streeter va répondre à Charles Rosset qui l'interroge sur le vice-consul. C'est un homme mort. Et ça ne servirait à rien que nous en parlions. Il est la catastrophe. Nous conclurons l'analyse de cette scène de rencontre sur cette étrange ressemblance qui s'affirme dans la dernière réponse d'Anne-Marie Streeter. On pense au fait à qui ressemble-t-il le vice-consul? On entend la réponse. À moi, dit Anne-Marie Streeter. Donc cette étrange ressemblance qui tisse entre les personnages du roman des liens obscurs. La prochaine fois, pour notre dernier cours sur le vice-consul, nous nous intéresserons à la dernière partie du roman, celle que l'on pourrait désigner par le lieu où elle se déroule, les îles du Delta.